Et j'appelle donc à la tribune Monsieur Sicot. Bien, donc je vais dire quelques mots du point de vue de la sociologie, comme ça. Pardon ? Coller au menton, d'accord, ok. Voilà. Quand on a discuté, quand on a eu des échanges avec les organisateurs sur inégalité sociale et territoriale de santé, j'ai tiqué sur le mot territorial, puisque c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe. Donc je vais insister pour cette raison sur cette question du territoire. Et l'autre chose, parce que c'est souvent la posture des sociologues, je vais aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues ou de sens commun. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, et en particulier, je vais m'en prendre à la question de l'accès aux soins, vous allez voir. Alors, donc, je voudrais illustrer dans mon intervention tout ce que nous savons, illustrer évidemment, hein, sur les inégalités sociales de santé et les inégalités territoriales. Et donc, comme je viens de le dire, relever quelques idées reçues qui ont la vie dure. Puis, dans un deuxième temps, alors on verra du temps dont je dispose. Je sais que je suis à la fois chronométré et surveillé. Donc, vous présenter très rapidement un outil que j'ai élaboré à la demande de l'ARS et avec une coordinatrice d'un contrat local de santé, afin de permettre aux coordonnateurs de mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé quand ils font un diagnostic de territoire. Parce qu'il existe des guides pour venir en aide aux coordonnateurs, mais franchement, si on n'a pas une licence de sociologie, ça me paraît difficile d'utiliser ça, quoi. Il faut être véritablement enquêteur, et ce n'est pas des compétences que j'ai vues chez beaucoup de coordonnateurs. En plus, il faut du temps, et j'ai cru comprendre que les coordonnateurs n'avaient pas forcément beaucoup de temps. Voilà. Alors j'ai appelé ça Rural ISS, vous comprendrez dans la journée pourquoi ça s'appelle Rural ISS. Alors je ne vais pas insister plus que ça sur les inégalités sociales de santé, puisque mon collègue Cyril Delpierre va en parler en long, en large et en travers. Donc j'ajoute inégalités territoriales, c'est des inégalités ça vont s'ajouter aux inégalités proprement sociales, et qui tiennent donc au contexte résidentiel, aux conditions de logement et à l'environnement. Voilà. Alors, quand je commence, j'ai un cours en sociologie en licence 3 avec mes étudiants sur la question de la protection sociale. Et la première chose que j'essaye de leur faire comprendre, et c'est un peu ce que je vais dire ici, c'est que la santé de la population, c'est pas accéder à une pharmacie ou un médecin, c'est autre chose. Donc la santé des populations, ça dépend de déterminants socio-économiques, le niveau de vie, le mode de vie, les conditions de travail, les consommations, les conditions de logement, et puis de ce qu'on appelle des variables d'environnement. Et on estime que dans les pays industrialisés, l'état de santé d'une population ne dépend de son système médical que pour environ 1/5. Le reste relevant de facteurs proprement sociaux, à commencer par la structure plus ou moins inégalitaire de la société. Et donc les soins médicaux ne contribuent que de manière modeste à l'amélioration des grands indicateurs sanitaires que sont le taux de mortalité, de morbidité, l'espérance de vie à la naissance ou à un autre âge, quel qu'il soit. Voilà. Pour les individus, ce qui est important aussi, ce sont les connaissances, et j'y reviendrai, les représentations qu'on se fait de la santé, de la maladie, de son corps, de ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, des définitions du sain et du malsain, toutes choses qui sont très différentes d'un groupe social à l'autre. Voilà. Et puis après, il y a des facteurs psychosociaux, le stress, le coping, le soutien social, je n'en parlerai pas. Alors, je redonne un chiffre qui montre l'importance des conditions de vie, des conditions d'habitat, des facteurs environnementaux. Donc vous le voyez sur la diapo, hein. Les facteurs environnementaux sont considérés comme responsables de près de 20% de la mortalité. Et j'ai trouvé un autre chiffre, mais vous en trouvez partout. Selon la stratégie nationale de santé 2013, la part attribuable aux facteurs sociaux et environnementaux pèserait pour 80% dans la constitution des inégalités de santé. Alors en regardant un petit peu ce qui existait comme littérature, je me suis aperçu que désormais les ARS, je ne sais pas si c'est systématique, mais j'en ai trouvé beaucoup, qui allaient travailler sur les disparités environnementales
et de défavorisation sociale sur leur territoire. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus une véritable prise en compte de cette question de l'environnement dans les agences régionales de santé. Et donc là, j'ai pris un exemple parmi d'autres, Occitanie, par hasard. Et donc, vous avez des collègues épidémios qui ont travaillé à l'Observatoire régional de santé et qui ont montré l'importance de prendre en compte des choses comme ce qu'on appelle l'environnement véritablement physique. Et donc, alors le problème, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, c'est ce que racontent les chercheurs, c'est-à-dire que avant de savoir quel est le rôle de l'environnement dans la production des inégalités sociales de santé, il faut des indicateurs. Et donc, les chercheurs le disent un peu, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire là, les indicateurs qui ont été pris, c'est l'eau, l'air, le sol et l'habitat. Et donc, ce que disent les auteurs, je ne vais pas développer plus que ça la recherche, c'était vraiment pour illustrer, ce travail a permis de caractériser de façon intégrée chaque commune d'Occitanie vis-à-vis de la qualité de ces milieux. Voilà. Donc, les ARS, désormais, travaillent sur les inégalités environnementales, ce qu'on appelle les inégalités environnementales de santé des territoires. C'est-à-dire que si les relations entre inégalité sociale de santé et inégalité d'exposition sont complexes, il y a de plus en plus une préoccupation pour les facteurs environnementaux qui composent notre environnement, dont plusieurs de ces facteurs sont totalement indépendants du niveau socio-économique. Si vous voulez, la complexité, c'est de dégager ce qui est indépendant, dépendant en première instance. Et puis après, c'est complexe parce que toutes les populations, face à des risques d'exposition à des environnements malsains, ne sont pas exposées de la même manière, on n'a pas les mêmes compétences ou capacités ou possibilités d'y échapper. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est complexe, parce que ces différences d'exposition peuvent se redoubler, donc différentiels d'exposition en fonction du groupe social auquel on appartient. Et puis on parle aussi de différentiels de vulnérabilité, qui renvoient une série de facteurs, une capacité moindre à faire face aux agressions de l'environnement, des conditions de vie globalement plus dégradées, un accès plus limité aux professionnels de santé et au système de soins, et enfin un état de santé généralement plus dégradé et caractérisé par des comorbidités. Autrement dit, donc, il y a à la fois des inégalités proprement sociales de santé, il y a des inégalités environnementales, et la difficulté pour la recherche, mais des travaux qui sont développés vont dans le sens d'essayer d'étudier les articulations entre les deux. Bref, je le dis une première fois, on sait beaucoup de choses. Et on sait en particulier qu'il y a de fortes disparités de mortalité, de morbidité selon les territoires, et que ceci dépend aussi de variables d'environnement, d'expositions différentes à des environnements néfastes pour la santé. Et pour autant, quel n'est pas l'étonnement, enfin le mien, ce qu'on trouve encore le plus souvent, c'est une confusion entre inégalité sociale de santé et inégalité territoriale. Et d'ailleurs, souvent, on parle d'inégalité sociale et territoriale de santé, puis après, on parle d'inégalité de santé. Voilà. Et pour autant, donc, ce que l'on trouve, c'est l'idée que les inégalités territoriales, c'est d'abord un problème d'accès aux soins. Donc, vous voyez les phénomènes de réduction successifs qui se produisent. Immanquablement, lorsqu'on cherche inégalité sociale de santé, on trouve comment les réduire, et quelle est la réponse? Eh bien, c'est un problème d'accès aux soins. Alors, j'ai pris cet exemple sur lequel je suis tombé, j'ai trouvé ça sur YouTube, tout le monde peut le trouver. Donc, il y a eu il y a 5 mois à Lyon une journée assez semblable à celle-ci. Son titre, c'était « Comment les réduire ?» Les inégalités territoriales. Inégalités territoriales, comment les réduire? Et dès l'introduction, un des organisateurs explique que sur certains territoires de la région, l'accès aux soins est compliqué. Oui, c'est vraiment le début du propos, et tout le long, pendant 3 heures, ce sera ça. Donc dans la présentation de la vidéo, sur YouTube, vous avez ce texte que je vous laisse lire. Si je fais des diapos, c'est que vous les lisiez quand même. C'est long? Ah oui, mais chercheurs, ils lisent. Hein. Bon, bref, si vous voulez... Vous n'avez pas le temps?
Ce que nous disent les auteurs, là, c'est le problème, c'est l'accès aux soins. Voilà, les inégalités territoriales, c'est l'accès aux soins. Alors ils disent effectivement, c'est pas que les déserts médicaux, on invente de nouvelles choses, les CPTS, on invente les maisons de santé pluriprofessionnelles, on réfléchit à des délégations de soins avec les IPA, etc., etc. Mais ce dont on nous parle, c'est de l'accès aux soins. Autrement dit, il y a une espèce de court-circuit logique, je dirais, d'un côté des travaux relativement connus, diffusés, qui disent que l'essentiel pour la santé des populations se joue du côté de déterminants socio-économiques, niveau de vie, mode de vie, consommation, conditions d'habitat, variables d'environnement. Des travaux d'épidémiologie nombreux qui montrent les effets néfastes pour la santé de l'exposition à des environnements, et de l'autre, des politiques publiques qui, lorsqu'il est question d'inégalité territoriale, voire d'ISS, continuent à réfléchir en termes d'accès aux soins. Alors, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est que y a, pas une confusion, mais quelque chose qui nous semble trop restrictif dans les politiques publiques en ce qui concerne l'accès aux soins, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre l'accès et les recours. Voilà, pour nous, le recours, c'est le bon terme, c'est le bon concept sociologique. Donc, en plus de cette manière de poser les problèmes qui ignore toute la complexité de la question du recours au système de soins, c'est ça dont je voudrais parler maintenant, il y a une distinction qui doit être faite, à mon avis, essentielle, entre l'accès et le recours. Or, un bon nombre des politiques publiques portent sur l'accès. Permettre l'accès, faciliter l'accès, dépasser un certain nombre d'obstacles à l'accès. Or, ce que je vous ai mis sur cette diapo, c'est que les travaux de sociologie et d'anthropologie de la santé montrent que le recours au système médical est un processus complexe qui engage tout un ensemble de représentations de soi, du corps, de connaissances du système médical, des définitions du normal et du pathologique, de ce qu'il est bon de faire pour entretenir sa santé. Il y a une distance qui est très très différente au système médical en fonction des groupes sociaux. Bref, il y a on pourrait dire des intermédiaires très complexes qui vont amener un individu à aller ou pas chez le médecin et provoquer ce que certains appelleraient des retards aux soins, hein, qui peuvent être très très importants en fonction, encore une fois, du groupe social auquel on appartient. Donc des pratiques de prévention, d'hygiène, d'éducation primaire à la santé, etc., etc. Alors j'avais trouvé un exemple de chercheur qui avait travaillé sur le renoncement aux soins. Et là, c'est pareil, quand on trouve des textes sur le renoncement aux soins, la question, c'est celle de l'accès, c'est celle du coût financier, c'est celle des kilomètres à parcourir. Alors évidemment, en écrivant cela, je me suis dit, mais ce sociologue considère que tout ça n'existe pas. Non, non, rassurez-vous, je sais que ça existe. Et je vous cite même le titre d'un article d'études et résultats, là, une petite publication de l'adresse. Son titre, « Renoncement aux soins, la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les personnes pauvres ». Les personnes pauvres en conditions de vie ont 3 fois plus de risques de renoncer à des soins que les autres. En outre, dans une zone très sous-dotée en médecins généralistes, leur risque est plus de 8 fois supérieur à celui du restant de la population. Et puis après, il y a des éléments sur la couverture complémentaire. Donc évidemment, je ne nie pas l'importance de toutes ces choses-là, mais ce que je veux montrer, c'est que quand bien même les obstacles financiers, pour dire des choses comme ça, quand bien même les obstacles en termes de kilomètres ou financiers auraient été dépassés, c'est pas pour autant que ça garantit un recours. Parce qu'encore une fois, le recours, ça engage tout un tas d'autres choses. Par exemple, je prends un autre exemple qui était peut-être sur ma diapo, là. Le fait de traduire un ressenti psychique ou physique en symptômes, dire c'est pas juste un mal de tête, ça va passer, mais c'est un symptôme, mais il faut que j'aille voir le médecin, ça engage des représentations, une socialisation qui va nous amener plus ou moins vite chez le médecin. Voilà. Donc tout ça sur les obstacles, vous le savez, simplement mon propos c'est de dire que la perspective anthropologique ou sociologique, elle consistera à montrer que pour aller chez le médecin, c'est quand même beaucoup plus compliqué que des kilomètres à parcourir ou des soins à payer. Et puis, pour le renoncement, c'est la même chose. Le renoncement, c'est quelque chose de complexe. On ne renonce pas simplement parce qu'on n'a pas d'argent, mais on renonce aussi parce que dans la vie... Alors,
l'article sur lequel je m'appuie, c'est vrai que ça parle des personnes avec des maladies chroniques au long cours, avec des traitements au long cours. Et vous avez des gens qui renoncent provisoirement parce qu'ils veulent bénéficier par rapport à leur définition de la qualité de la vie, parce qu'ils prennent des vacances, parce qu'ils en ont marre d'aller voir le médecin régulièrement, etc. Donc les acteurs donnent du sens à leur renoncement. Pour conclure sur cette question-là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas seulement considérer les individus comme les victimes d'un système qui fonctionne mal, qui dysfonctionnerait, qui ne couvre pas suffisamment. Il faut aussi considérer les malades comme des acteurs. Ce n'est pas seulement des victimes du système, c'est des acteurs qui font des choix. Alors évidemment, il y a des choix qui sont plus ou moins contraints. Alors, je vais revenir sur... je vais finir cette différence entre accès et recours avec un exemple. Un territoire rural d'Occitanie, les acteurs de la prévention décident d'améliorer le dépistage organisé du cancer du sein. Partant de l'idée qu'un des obstacles est l'accès, on finance un mammobus, une unité mobile de mammographie. C'est mobile, donc plus de problèmes d'accès au sens des kilomètres à parcourir. C'est gratuit, donc plus de problèmes d'accès au sens du coût financier. Et devinez ce qu'il advint, eh bien toute une partie des femmes qui ne réalisent pas le diagnostic dans les dispositifs classiques ne l'ont pas non plus réalisé avec ce dispositif. Vous imaginez le désespoir de ces professionnels qui ont mis tout ça en place et puis qui se retrouvent à ne pas, pas voir venir les populations qu'elles souhaitaient voir venir et qui d'habitude ne font pas le diagnostic. Donc voilà, me semble-t-il, dans cette affaire, on a confondu accès et recours. Alors pourquoi différence accès et recours? Eh bien parce que on a moins dans certaines populations le sentiment de maîtriser son temps, il y a moins de projections dans l'avenir. On a peur des résultats, on a peur de la douleur. La distance au système médical, c'est pas une distance en kilomètres, ça peut l'être, mais quand le mammobus il est en bas de chez vous, c'est pas le problème. C'est une distance culturelle au système médical. Vous connaissez tous l'expression dans les classes populaires, on va pas déranger le médecin. Hein. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte et qui permettent d'expliquer que malgré tout le travail qui a été fait par ces professionnels, ça n'a pas complètement été satisfaisant. Voilà. Alors, je continue à complexifier un peu les choses. Hop, ça s'est passé, vous ne l'aurez pas vu. La géographie de la santé nous apprend, elle aussi, que, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. C'est pas aussi simple que ça de dire que le problème, c'est les déserts médicaux, c'est les kilomètres à parcourir, puisque ce que montrent certains travaux de géographie de la santé, c'est... Pour reprendre le titre d'un article d'études et résultats, toujours la revue de l'adresse, le titre est limpide. Offre de soins et premier recours, : proximité ne rime pas toujours avec accessibilité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, alors, ce qui est vrai pour le premier recours, ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit des spécialistes. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément voir le médecin qui est le plus près de chez soi. Je pense que si vous réfléchissez à votre situation, vous verrez que ce que je raconte, ça va vous parler. Pour l'offre de soins, comme pour de nombreux autres services, l'usage des services le plus proche n'est pas la norme. Pour les médecins, pour les seuls médecins généralistes, des travaux ont ainsi montré que seulement un tiers des patients étaient inscrits auprès du généraliste le plus proche de chez eux. D'autres études encore ont confirmé que les utilisateurs ne vont pas au plus près, mais au presque plus près. Les raisons qui expliquent cette situation sont des contacts précédents avec le médecin, imaginez un déménagement par exemple, des recommandations d'autres médecins, on m'a dit d'aller voir machin, des facteurs culturels, religieux, ethniques. Pour d'autres types de soins, comme les soins hospitaliers, la proximité n'est que le troisième motif de choix après la réputation et la vie médicale. Voilà. Enfin, dernière chose, ce que montre cette géographie de la santé, c'est que les déplacements sont conditionnés. La motilité des individus, c'est-à-dire les compétences à la mobilité, sont différenciées selon les individus. Et donc la mobilité, ce phénomène qui désigne la capacité d'une personne ou d'un groupe à la mobilité, ne doit pas être confondu avec la mobilité. De manière générale, et pour conclure sur
illustrer l'intérêt de la géographie de la santé. De manière générale, la mobilité en vue de se rendre chez un médecin ou dans un lieu de soins plus généralement doit être appréhendée à l'intérieur d'une économie générale des déplacements. C'est-à-dire qu'on a des habitudes de déplacement. Par exemple, pour illustrer les choses, on peut aller voir le médecin qui est à côté de son lieu de travail. Et si c'est à 50 km de chez soi, qu'on a un médecin en bas de chez soi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Le choix du médecin est en partie conditionné à l'ensemble des pratiques de déplacement. Autre idée qui a la vie dure, l'idée que le problème, c'est le comportement individuel. Et j'ai mis le comportement individuel plutôt que le façonnement sociétal de la santé. Alors évidemment, comme je suis sociologue, j'insiste beaucoup sur le fait que les individus appartiennent à des groupes et qu'en fonction du groupe auquel ils appartiennent, il y a des contraintes qui sont des contraintes du groupe, il y a des manières de penser les choses, de les envisager, de les discuter, qui font qu'on va pouvoir rapprocher, et c'est ce que montrent les statistiques, c'est-à-dire que si on regarde les taux de mortalité et de morbidité, Cyril va vous en reparler, c'est des choses qui s'entendent par groupe social et pas par individu. Donc on a d'un côté des travaux qui montrent que quel que soit le cancer, je prends cet exemple, mais ça pourrait être d'autres choses, il y a non seulement des inégalités sociales de santé et des inégalités territoriales, les cartographies sont là pour le montrer, mais que ce sont des groupes sociaux qui sont touchés par le cancer, c'est-à-dire des ensembles d'individus caractérisés par des valeurs communes, des liens plus ou moins intenses, une situation sociale identique et ou des activités communes, une position semblable dans la structure sociale. Des personnes ayant en commun des caractéristiques, profession, goût, revenus, habitat, position sociale, âge, etc., qui les amènent à avoir des comportements, des intérêts ou des centres d'intérêt proches. Pour autant, dans certaines politiques publiques, quelle n'est pas la surprise de voir qu'on insiste et on continue à insister, alors que tout cela est connu, le gradient social, on connaît. On continue à insister sur les comportements individuels. Et quand on insiste sur les comportements individuels, c'est souvent pour les blâmer. Voilà. Les comportements considérés a priori comme individuels, une consommation d'alcool, de tabac, des pratiques alimentaires, une activité physique, et dont les individus sont tenus pour responsables, sont en réalité liés au milieu social auquel on appartient, ainsi qu'à l'entourage et aux réseaux sociaux dans lesquels les individus sont insérés. Et alors là, dans ce livre d'introduction à la sociologie, un collègue, Cyril Lemieux, écrit de manière ironique, au second degré, « Les causes du cancer, tous sauf social ». Puisqu'il y a des chiffres qui nous sont donnés là, sur l'incidence ou les décès avec le cancer. Et un rapport publié récemment par un groupe de travail, professeur Maurice Subiana, on y apprend notamment que les cas de cancer ont augmenté de 20% dans notre pays. Et le rapport démontre en outre que les causes des cancers restent liées au comportement individuel. Alors évidemment, le sociologue, il saute au plafond. Et il montre que, voilà, on n'est pas tous, en fonction du groupe social, de ses conditions de travail, d'environnement, ce ne sont pas les individus qui doivent être considérés, mais en tant qu'ils appartiennent à des groupes. Voilà, voilà ce qu'écrit, c'est des citations, Cyril Lemieux. Voilà qu'il ne manque pas de surprendre, de dire c'est les comportements individuels. Comment le cancer, en tant que phénomène qui se développe de manière massive au sein de notre société, peut-il être imputé à l'attitude des individus considérés en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'attitude purement individuelle. Et il prend deux exemples, les expositions professionnelles, et puis deuxième exemple qu'il prend, il en va de même pour la cause du cancer numéro 1, le tabac, auquel le rapport impute un tiers des morts par cancer en France. Fumer, fumer beaucoup, ne pas fumer du tout, ou encore décider d'arrêter de fumer, sont vraiment ce qu'on peut appeler des comportements individuels. Il suffit de jeter un œil aux travaux sociologiques consacrés à l'apprentissage de la cigarette chez les adolescents pour mesurer au contraire la dimension sociale d'une telle pratique. Voilà, bref, vous m'avez compris, il y a des raisons d'être optimiste. On sait beaucoup de choses, sur les inégalités territoriales de santé. Et alors, j'avais fait une diapo. Ah voilà, je voulais finir là-dessus. Il y a autre chose sur lesquelles il y a beaucoup de travaux désormais en sociologie. 5 minutes, c'est large. C'est la question de la manière dont les médecins traitent les soignants. Voilà. Et ce que montrent beaucoup de travaux c'est plutôt des travaux de type qualitatif, c'est-à-dire qu'on va faire des observations de consultation, on va aller dans les services de soins, on va regarder comment les gens sont accueillis, on va voir comment les médecins expliquent aux patients ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont.
Donc désormais, le point par lequel je voulais finir, c'est dire que les inégalités sociales de santé, à côté de ce dont va parler Cyril, je suis pas sûr qu'il parle de cette question, qui donne lieu pourtant à beaucoup de travaux très intéressants. C'est les travaux qui montrent le rôle des inégalités de traitement. Voilà. Donc il y a des recherches qui concernent les pratiques des professionnels et qui montrent que les professionnels ne se comportent pas de la même manière en fonction de la valeur sociale qu'ils attribuent à leurs patients. Ceci étant le plus souvent inconscient. Voilà. Il existe aussi ce qu'on appelle une médecine du tri. Il y a un ouvrage qui est sorti la semaine dernière sur cette question-là. Je vais à un colloque dans 15 jours qui va continuer à développer cette question. Donc ces travaux montrent qu'il y a une valeur sociale attribuée aux patients et que ça peut avoir des conséquences en termes de pratique de soins. Les médecins ne s'adressent pas aux uns et aux autres de la même manière, sont plus ou moins pédagogues, plus ou moins directifs, ils expliquent plus ou moins, ils adaptent leur traitement en fonction, là encore, de critères sociaux. Ces travaux montrent que la prise en charge médicale s'avère moins bonne quand le patient a des difficultés à interagir avec les soignants, à expliquer sa pathologie ou à verbaliser tout simplement. Une analyse de la qualité des soins prodigués permet de ne pas en rester, donc, vous m'aurez compris, à la question de l'accès. Voilà. Alors, un conseil, moi maintenant, quand je vais chez le médecin ou à l'hôpital, je dis que je suis professeur de sociologie de la santé. Voilà. Mais ça change tout. Vous riez, mais ça change tout. Les gens, les soignants se mettent à m'expliquer en long, en large, en travers ce que j'ai, ce qu'il faut faire, etc., etc. C'est absolument frappant. Voilà. Bref, le deuxième point que je voulais aborder, c'est un outil qu'on a élaboré, enfin que j'ai commencé à penser. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec une coordinatrice sur un territoire d'un CLS. Alors, comme on va vous parler aujourd'hui de Urban ISS, moi je vais vous parler de Rural ISS, puisque la préoccupation de cette coordinatrice, qui est perdue dans la campagne en Lozère, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enquêteur chez elle, premièrement. Parce que sinon, quand on habite Toulouse, c'est pas difficile. On trouve un stagiaire en sociologie ou en épidémiologie pour nous aider à faire l'enquête. 2 minutes, c'est large. Je n'avais pas l'intention de vous présenter l'outil dans toute son étendue. Donc, j'ai regardé ce qui existait sur Internet. Il y a des guides pour aider les coordinateurs de l'eau. Mais si vous n'avez pas fait une licence de sociologie, c'est impossible. Ou si vous n'avez pas un gros budget pour payer un cabinet d'études pour venir faire l'enquête, c'est pas possible. Donc comment on fait quand on est dans un territoire rural? C'est pour ça que ça s'appelle rural. Non, alors une autre raison, c'est que vous disposez, quand vous êtes en ville, sans doute de plus de données statistiques, dont épidémiologiques, que quand vous êtes en... Comment dire? Parce qu'il y a des enquêtes ad hoc qui sont faites sur des populations. C'est des territoires qui sont plus enquêtés. Bref. Donc mon idée en fabriquant cet outil, c'était de dire les coordonnateurs qui font les diagnostics ne sont pas des spécialistes, donc on va leur fournir un outil clé en main. Donc je dis juste le principe de cet outil, c'est un questionnaire en ligne que vous pouvez remplir vous-même quand vous êtes coordonnateur, où les gens, les habitants du territoire peuvent obtenir le lien sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur. Et alors si vous avez les vieux qui sont, les seniors, pardon, qui ont une partie de bridge ou après une partie de chasse ou un match de rugby, vous pouvez aider en plus les gens à remplir le lien si c'est compliqué. Nous, on a diffusé, donc on l'a testé sur un premier territoire, et puis ensuite on l'a diffusé sur le territoire sur lequel travaille cette coordinatrice. Et donc ça marche pas mal, c'est-à-dire que les gens, ça dure une dizaine de minutes et puis les gens remplissent le questionnaire. Ah, ça a été diffusé par, vous savez, maintenant vous avez des petites applications comme Panneau Pocket, Intramuros, Mon Village. La commune peut faire de la publicité sur son site Facebook, elle peut faire de l'affichage papier, etc., etc. Et puis on peut faire bosser les partenaires, puisqu'il paraît que le principe du contrat local de santé, c'est de travailler avec des partenaires. Donc on peut mettre les partenaires au travail et leur demander, quand ils vont sur le terrain, temps écoulé, de faire remplir le questionnaire. Et donc il n'y a pas besoin non plus de compétences en statistique, puisque on a retenu 6 thèmes, 6 déterminants de l'état de santé des populations. Je vous les passe, puisqu'on n'a pas le temps. Et puis, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a déjà des données statistiques qui apparaissent. Ici, c'est avez-vous été vous faire dépister dans les 6 derniers mois pour savoir si vous étiez infecté par un virus?
Voilà, on obtient ce qu'on appelle des tris à plat. Très rapidement, on peut avoir une première analyse sans aucune compétence statistique. Voilà. Puis après, quand on veut faire quelques tris croisés, parce que si on est sur les ISS, vous m'avez compris, on va regarder en fonction des caractéristiques sociales de la population. Bon, après, vous faites appel à quelqu'un qui vient vous aider à faire quelques tris statistiques. Voilà, je m'arrête là, merci. Avec la salle. Merci beaucoup, François. C'était très, très intéressant. Attendez. Eh bien, oui, quelques questions. On a eu quelques questions. Oui, on a une question pour le moment. Alors, pouvez-vous dire un mot sur les inégalités sociales de santé dues au genre, à l'âge, à l'orientation sexuelle? Les ISS étant souvent trop résumés aux ressources socio-économiques en plus de l'accès aux soins, ce qui n'est évidemment pas faux, mais restrictif. Alors, c'est tout à fait exact, et c'est vrai que en sociologie, en tout cas, on s'est beaucoup axé pendant des années sur la question et la caractérisation, ce qui n'est pas simple, hein, du milieu social d'appartenance des enquêtés. Mais rassurez-vous, se développe, alors dans toute la sociologie, les travaux sur le genre se développent énormément, et en sociologie de la santé aussi. Et il y a de plus en plus de travaux qui effectivement montrent que homme ou femme, c'est pas la même chose face à la santé. Donc pas de souci là-dessus. Et puis puisqu'on y est, il y a un troisième déterminant sur lequel il y a des travaux qui commencent à se développer, même si c'est très délicat politiquement, c'est la question de la race. Voilà, ou de l'appartenance ethnique, on ne va pas se mettre à discuter les concepts, mais tout cela se développe. Alors, sur le genre, ça fait déjà un moment, et vous avez par exemple, moi je travaille sur la santé mentale, la psychiatrie, il y a maintenant beaucoup de recherches qui sont faites pour essayer de comprendre pourquoi, face aux pathologies mentales, les hommes et les femmes ne sont pas concernés de la même manière. Voilà. Alors après, ne confondez pas différence et inégalité. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des différences qu'il y a forcément des inégalités. Merci. J'ai une autre question. Donc, que pensez-vous de la prévention pour réduire les ISTS? Donc, j'imagine la prévention primaire. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est le premier thème qu'on explore dans notre questionnaire, prévention, promotion de la santé. Voilà. Donc évidemment, c'est central. Tout mon discours, hein, vous m'avez compris. Alors on n'a pas complètement, vous voyez, mais c'est le 7e déterminant. Accès aux soins, et en plus on a mis et au droit. Et au droit. Puis j'ai réussi à glisser une question sur la littératie. C'est difficile. Vous savez, la littératie, c'est la capacité à comprendre, comment dire, une prescription ou un avis qui vous est donné par un médecin. Et donc c'est une question un peu délicate puisque les gens peuvent se sentir jugés. Donc j'ai caché la question dans le questionnaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des gens qui souhaiteraient poser une question supplémentaire? Ah, une autre question est arrivée. Excusez-moi. Une question subsidiaire, j'imagine. Comment, selon vous, devrions-nous développer la prévention? Plan d'action, vous avez 2 minutes. Je peux répondre que ça dépend des territoires. Ah. Non, mais plus sérieusement, ce que va montrer notre questionnaire, mais une enquête bien faite, c'est est-ce qu'il y a un problème sur le territoire où vous êtes? Est-ce qu'il y a un problème de prévention? Voilà. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis, comme c'est un questionnaire quand même pour repérer les ISS, quelles sont les populations qui ont des difficultés face à l'accès à la prévention ou à des pratiques de prévention? Donc, tout l'intérêt du questionnaire, c'est encore une fois, à chaque fois, de permettre de croiser avec des déterminants socio-économiques. Voilà. Je ne réponds qu'en partie. Il faut en laisser pour la journée. Quand même. Oui, bah oui, quand même. Bonjour, Adrien Plat, je suis masseur-kinésithérapeute. Partout en France, il y a eu un sujet qui est en développement, qui est de dépister de façon précoce les scolioses en milieu scolaire, par exemple. Et donc, du coup, permettre à des masseurs-kinésithérapeutes d'intervenir à l'école pour faire un premier dépistage gratuit. Et donc, effectivement, développer la prévention plutôt que le curatif et réorienter pour augmenter les chances des patients d'être pris en charge au plus tôt. Et à l'heure actuelle, effectivement, c'est développé dans certains territoires.
Mais on voit qu'il y a aussi des liens et des freins au niveau administratif. C'est pas toujours évident de pouvoir allier prévention et prise en charge. Tant le millefeuille administratif français peut nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je vous remercie pour votre intervention parce que c'est vrai qu'on on se bat pour faire de plus en plus de prévention et de prise en charge précoce. Mais parfois, vous parlez d'acculturation aux soins de la population qui veut aller vers qui freine pour aller vers le patient parce qu'on ne va pas déranger le médecin. Mais parfois, on a un frein dans l'autre sens et quand le professionnel de santé veut se développer et aller vers la population, parfois on a des freins administratifs aussi dans ce sens-là. Donc c'est intéressant de voir que tout le monde voudrait mieux prendre en charge et être mieux pris en charge, mais pourtant ça bloque soit dans un sens par acculturation à la santé, ou soit dans un autre sens pour des raisons qui nous sont parfois étrangères. Donc je vous remercie pour votre intervention. Juste pour ajouter, quand on met en place des projets d'action en santé publique, il y a un truc qui s'appelle l'évaluation. Et on nous dit toujours que c'est très très important. Le problème, c'est que moi, sur des actions comme les vôtres, je l'ai vu sur les dentistes qui interviennent à l'école, quoi. L'évaluation, ça n'a absolument aucun sens, quoi. C'est très très mal fait, quoi. Combien vous avez vu d'enfants terminés, quoi, je veux dire. Voilà, je veux dire, encore une fois, il y a une espèce de découplage entre des textes qui nous disent l'évaluation, c'est très 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 important. Et donc, je ne sais pas, quand on met en place des actions, on dit il faut évaluer, mais on ne réfléchit pas à ce qu'on fait quand on évalue, quoi. Donc, voilà, on met en place une action pour détecter la scoliose. Et puis, qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour évaluer votre action, voir si elle a été utile, comment la poursuivre? Est-ce qu'il y a des populations qui n'ont pas été touchées, pour quelles raisons, etc. etc. Est-ce qu'on vous demande ça dans les évaluations qu'on a faites de votre action? Si je peux vous répondre rapidement, oui. Déjà, on a une grille d'évaluation pour voir si notre intervention est pertinente, mais après, qui juge de cette grille d'évaluation? Est-ce que nous, déjà, thérapeutes, on trouve l'évaluation pertinente par rapport à notre action? C'est pas toujours le cas. Et même au-delà de ça, pour parler de la kinésithérapie, désolé, hein, je prêche pour ma paroisse, mais on est soumis... Oui, il n'y a pas de souci. Donc, merci. Effectivement, je reprends mon propos. Donc oui, on est évalué, mais qui juge de la pertinence de cette évaluation? Là, je vous rejoins tout à fait. Donc, pour le dispositif en milieu scolaire, c'est le cas. Et pour parler d'un deuxième débat qui touche tous les professionnels et pas seulement ceux qui font de la prévention en milieu scolaire, on est soumis en tant que masseur kinésithérapeute libéraux à un zonage qui est censé être évalué maintenant tous les 2 ans. Avant, c'était bien plus tardivement. Mais même pour le zonage, on pourrait discuter de la pertinence de cette évaluation parce qu'on juge justement seulement le nombre de thérapeutes par rapport à une densité de population, mais on ne s'intéresse pas à l'accessibilité, comme vous dites, et au déplacement de la population vers le kinésithérapeute. Pour parler encore une fois d'un milieu actuel, on est à Montpellier. Il y a des territoires dans Montpellier qui sont pourtant une zone non prioritaire et donc du coup avec une restriction d'installation des masseurs kinésithérapeutes. On a plusieurs populations qui n'ont pas accès aux soins parce que dans des quartiers difficiles où les médecins et les kinés ne veulent pas s'installer et ne peuvent pas s'installer aujourd'hui. Oui. Il va falloir qu'on... Pas de souci, je laisse la parole. On a une dernière question à prendre Merci. Auprès du public et après on va enchaîner. Nous avons un programme à respecter qui est très chargé. Donc je vous laisse poser votre question. Merci. Bonjour, Déborah Malzac, je suis là. Je travaille pour l'association Via Voltaire. Donc nous, on agit sur le territoire départemental, notamment et principalement auprès des personnes en situation de précarité ou grande précarité. Merci pour votre présentation. Il y a plein de choses qui font écho à notre travail. Dans le cadre de ce qu'on fait en ce moment avec la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, notamment du bassin de Thau, on travaille en ce moment à l'accompagnement des médecins auprès de publics, on va dire, gentiment compliqués. Alors que ce soit parce que agressivité, parce que personnes migrantes ou enfin voilà, on est vraiment sur ces sujets. Aujourd'hui, on n'arrive pas à accéder aux médecins qui n'ont pas le temps. Je parle des libéraux, mais aussi en hôpital. Est-ce que vous avez des pistes
J'en ai eu quelques-uns au téléphone à titre d'exemple qui en fait me disent des questionnaires, ils en reçoivent 10 par semaine, par l'ordre, par les assos, par les CPTS. Nous, on a vraiment besoin que ça fonctionne pour mener à bien nos actions et pour orienter en fait les personnes qu'on accompagne. Donc voilà. Est-ce que vous avez des pistes pour atteindre les médecins ici ou ailleurs ? La piste, c'est de ne pas interroger les médecins. Enfin, j'ai pas été assez clair sur mon affaire, mais dans tous ces, comment dire, ces modes d'emploi qu'on vous donne, c'est vous interrogez les médecins, ou vous interrogez le maire, ou quelqu'un qui a l'air sur le... On ne sait pas pourquoi, on l'a choisi sur le territoire, il a l'air de savoir ce qui s'y passe. Non, nous, l'idée, c'est le questionnaire passe auprès des populations. Des populations. On demande aux gens les situations dans lesquelles ils vivent. Votre logement, il est insalubre ou pas ? D'accord ? Alors, sur la question alors, les personnes âgées, on comprend bien. J'ai dit ça en rigolant, mais il faut les accompagner, il faut être là, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec un smartphone ou un questionnaire en ligne, même si c'est très très simple, hein, ça peut être très ludique. Mais les grands précaires, pour notre idée, c'est qu'il y a quand même des populations, ça va être difficile avec elles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit, en quelque sorte, tu vois, des choses comme ça, le questionnaire en un entretien directif. De manière à ce que vous, professionnels qui avez en mettre en place une action, vous allez voir ces populations-là et vous leur posez des questions avec une grille d'entretien directif. Alors ça ne prendra pas 10 minutes, ça prendra 20 minutes, mais vous allez apprendre énormément de choses. Donc vraiment la perspective, c'est on arrête d'interroger les médecins, hein, on va interroger les populations. Est-ce que vous êtes exposés ? Est-ce que vous faites de la prévention ? Est-ce que vous avez la possibilité de manger correctement ? Enfin, on pose des questions correctement. Hein, je veux dire, je me suis appuyé sur des enquêtes qui analysent le support social, des outils qui sont validés, etc. quoi. Donc l'idée, c'est interroger les populations. Et puisqu'on doit faire des diagnostics partagés, mettez au boulot vos partenaires, mais de manière à ce qu'ils interrogent eux-mêmes, hein, qu'ils fassent remplir le questionnaire à des gens qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Parce que sinon, on a le même problème que toujours, hein, dans les résultats qu'on a trouvés. Ceux qui répondent, c'est les classes moyennes, les classes supérieures. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire... On parle beaucoup de participation, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Il faut faire participer les partenaires du contrat local de santé à votre enquête. Voilà. Et par contre, ouais, vraiment, pour les gens qui sont en très grande précarité, il faut faire du face-à-face, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'on obtient des choses. Sinon, de toute façon, ces gens, ils passent toujours à travers, toujours à travers. Donc on y va, on a une grille de questions, c'est directif, oui, non, etc. Et en une demi-heure, on apprend beaucoup de choses, quoi. Voilà. Merci beaucoup, François. Sur ce sujet, je vous engage à regarder la matinale qu'on a fait avec Iker. Et ils sont bien sur ça. Merci beaucoup.